Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est Super Catch Up. On va analyser ensemble le Monday Night Raw du 15 avril 2024 et le Friday Night SmackDown du 19 avril 2024. Et pour m'accompagner même plus que ça, puisqu'il va m'épauler, c'est un duo, on va se répartir la tâche que nous avons ensemble d'analyser ces deux shows. J'ai avec moi l'ami Raphaël, c'est le Rafa. Salut Yerem, puisqu'il s'agit toujours de Yerem El Patron. Eh bien oui, ça y est, deuxième semaine post-WrestleMania, donc que va-t-il se passer? Eh ben oui, il y a des pistes. Et voilà. La semaine dernière, on était plutôt sur une fermeture, hein. On fermait un petit peu le show. On a eu voilà des passages du rock, on a eu des passages de gens que nous ne reverrons pas tout de suite. Et puis là, il est l'heure d'écrire de nouvelles histoires. Et la première histoire, eh ben, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise histoire qu'on aurait préféré ne pas connaître. C'est Rhea Ripley qui ouvre le show pour nous annoncer qu'elle est blessée et qu'elle doit rendre le titre vacant, hein, son titre de World Woman Champion qu'elle doit rendre vacant. Elle a été attaquée la semaine passée. D'ailleurs, je crois, Rafa, qu'on n'en avait même pas parlé de cette attaque backstage de Liv Morgan. Je sais même plus si on en avait peut-être parlé, je ne sais plus. Peut-être qu'on avait oublié. Ouais, en tout cas, je m'en souvenais plus trop. Mais toujours est-il que là, on va s'en souvenir parce que le règne de Rhea Ripley, qui avait connu, qui était au summum, au Panthéon, voilà, tout en haut de la Bretagne, avec cette victoire face à Becky Lynch, et ben ça s'arrête. Ça s'arrête, impossible d'aller plus loin pour Rhea Ripley. Et Liv Morgan qui est bien contente. Voilà, son World Revenge Tour ne fait que commencer. Elle va se venger de beaucoup plus que Rhea Ripley. Elle n'est que la première étape dans de cette tournée de la colère, de la vengeance, tout simplement. C'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, Rhea Ripley, on ne la reverra plus. On va juste la voir dire au revoir quand même à toute sa team, je demandais, qui se fait un petit hug, un gros câlin général. On a la petite larmichette. On a la petite larmichette là, mon petit Rafa, puisque voilà, on était très contents. On avait une belle image là de Rhea Ripley et de Damien Priest la semaine dernière. Et voilà, 7 jours plus tard, patatras, c'est la fin. C'est la fin. Effectivement, alors par la malchance, malheureusement, déjà direct ce Raw du Raw après le Raw du lendemain ça commence plus fort en information que le Raw du lendemain lui-même. Bon, alors je ne sais pas la réalité derrière tout ça. Est-ce que c'est vraiment un coup de chaise dans les vestiaires qui a mis notre Rhea out? En tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait été magnifique et très digne dans cette annonce. Digne et menaçante, hein, puisqu'elle a dit qu'elle allait revenir, qu'elle était Rhea Bloody Ripley et qu'elle allait revenir pour Blood, elle va revenir pour du sang, donc on a hâte de la revoir. J'ai trouvé très émouvant aussi le petit segment backstage avec les copains du Judgment Day auquel elle dit, et c'est une demande, mais c'est presque une supplique, je trouve, de dire gardez le Judgment Day fort, gardez le Judgment Day uni. On sent que ça va être difficile, on en reparlera. Rhea Ripley, voilà, qui nous quitte. Avec tristesse pour nous aussi, puisque nous savons qu'on est dans la road to backlash et donc on ne verra pas Mamie en France. Quelle Aïe, aïe, tristesse. aïe. Pas de maman. Et la nouvelle un petit peu étonnante, j'ai trouvé, c'est qu'on nous a annoncé que la nouvelle championne serait décidée la semaine prochaine, hein, c'est ça. On attend Ouais. même pas la France, et ça c'est dommage. Et ça, Parce que c'est dommage. nous, on aime Attendez-le. bien ouais, attendez-nous, on aurait bien un couronnement en France, on aime bien on a un rapport un peu difficile avec les reines, peut-être en France, la dernière, c'est pas trop mal fini. Je sais pas. Ouais, effectivement, on a plutôt tendance à leur faire perdre la tête à Ouais, nos c'est ça. dirigeants royalistes. Donc Ah bah effectivement, si c'est ça qui attend Liv Morgan, moi je suis chaud, hein. mais t'as raison. Hein, dès la semaine prochaine, je ne sais pas trop sous quelle forme. Est-ce que ça a été, est-ce qu'on a les modalités de ce couronnement? Est-ce que c'est un gros match? Oui, sûrement un match à 6, un Fatal 4-Way ou un six woman match. Ouais, Pour couronner point d'info. effectivement. Ouais, pas d'infos pour l'instant, si ce n'est que, eh ben, on n'attend pas. Hein. On se souvient que parfois on a des catcheurs et des catcheuses qui sont sur la touche pendant de longs mois, qui défendent pas leur titre. On pense notamment à Seth Rollins. Ce traitement-là n'a pas été accordé à Rhea Ripley, qui a visiblement besoin, visiblement elle se traînait déjà une petite blessure depuis un bout de temps. Alors, c'est souvent comme ça, hein. Les mecs, les filles, quand ils finissent par tomber, on apprend qu'en fait ils avaient déjà 3 ou 4 un dossier médical déjà bien rempli et que grosso modo ils attendaient qu'une chose, c'est que voilà, ça leur tombe dessus et qu'on puisse les envoyer au repos. Rhea Ripley, donc qu'on retrouvera, on l'espère, très bientôt, mais dans tous les cas, qu'elle se repose pour revenir et il faudra faire attention à Dom Dom. Il faut bien s'occuper de Dom Dom parce que voilà, sa maman sera pas là pour le surveiller. Et bien, aussitôt parti, aussitôt revenu.
puisqu'on a eu le retour d'un Irlandais et le départ d'une Australienne, le retour d'un Irlandais, Sheamus, qui est enfin là. On nous l'avait annoncé la semaine dernière. D'ailleurs, on aurait pu s'en passer parce que j'ai beaucoup aimé ce petit passage où on devine sa silhouette, son ombre. Alors sa silhouette, attention, sa silhouette, c'est la silhouette mise à jour, parce que Sheamus, visiblement, a été rappelé en avance sur le planning et qu'il n'a pas eu le temps d'aller à la salle. C'est comme ça qu'il a justifié sur Twitter la petite bedaine de papa, voilà, le petit bidon de bière du Quadra de Sheamus qui affiche donc des formes, qui affiche des formes qui est plus de la forme, mais qui affiche des petites formes, et qui vient disposer de Ivar dans un match de gros costauds, là, de gros Golgoth, qui se mettent sur la tronche, et le Brogue Kick, qui enchaîne pour le compte de 3, Sheamus toujours aussi ouvert auprès de la foule. Moi, j'irais pas lui dire qu'il a quelques petits kilos en trop. Non, mais c'était un peu surprenant là pour le coup de nous avoir teasé en retour une semaine en avance. On sait que d'habitude la WWE ils aiment bien jouer avec les vignettes pendant plusieurs semaines. Donc effectivement, s'il nous dit qu'il a pas eu le temps de s'entraîner et qu'il a gardé la brioche, où y a-t-il eu précipitation? On le saura peut-être, on le comprendra peut-être bientôt, je ne sais pas. En tout cas, on imagine que c'est pas pour l'intégrer au Fatal 4-Way féminin quand même de la semaine prochaine, mais on ne sait jamais avec la WWE. Sheamus champion féminin, ça serait quand même stylé. Mais non, plus sérieusement, oui, petit bide. Je l'ai pas trouvé si bon que ça le match, notamment le Brogue Kick final est assez mauvais. Ça s'est rouillé un petit peu. Le roux est un petit peu rouillé. Ouais. Ouais, attends, je note le titre comme ça dans notre analyse est déjà prêt. Un roux rouillé, bien rouillé, Voilà. déjà rouillé. Un roux toujours rouillé. Ok, on va trouver la formule exacte. Ouais, effectivement, retour précipité, petite forme et un match effectivement qui était un peu brouillon, quoi, un peu brouillon. On avait pourtant deux beaux gabarits. Bon, aussitôt revenu, aussitôt oublié ce match pour Sheamus qui, du coup, on suppose qu'il va être appelé effectivement à avoir un programme assez rapidement parce que sinon, effectivement. Assez étrange ce retour précipité, tu l'as dit, d'habitude les vignettes c'est pour plusieurs semaines, là c'est assez rare, une vignette puis déjà de retour la semaine d'après, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, donc un retour de Sheamus par la petite porte on va dire, Ouais. pour notre Irlandais, qui est pas revenu forcément de façon très impactante, mais bon, à surveiller, on va surveiller parce qu'on l'aime bien évidemment notre rouquin. Un que j'aurais aimé ne pas voir, c'est Triple H. Écoute, je commence à me transformer en papy, Oh. que je salue. Je n'en peux plus de ce Triple H qui vient toutes les semaines pour tout et n'importe quoi. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ça? Il est venu nous annoncer la nouvelle ceinture, nous dévoiler les nouvelles ceintures de champion tag team du côté du show rouge qu'il faut appeler dorénavant World Tag Team Champions. Évidemment, on suit la logique de rebranding des championnats de la WWE. Il est évidemment avec Nick Aldis. Et donc on fait venir les Awesome Truth, R-Truth et le Miz, donc qui sont les champions, donc World Tag Team Champions dorénavant. Et là c'est parti pour la petite pirouette, voilà, le petit comedy act, le petit one man show de R-Truth qui débarque et qui nous joue la partition du magicien parce qu'il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Nick Aldis là il a soulevé le drap et en dessous il y avait des ceintures. Si je me permets, Irem, Oui. c'est Adam Pearce là. Hein. Tu vas un peu vite Adam en Pierce, besogne. oui, pardon, avec Adam Pierce, qu'est-ce que c'est ce bordel? La dernière fois, j'ai vu un lapin sortir d'un chapeau, une femme se faire couper en deux, mais j'ai jamais vu un tour de magie comme celui-ci. Triple H, voilà, il fait apparaître des nouveaux titres, c'est assez génial. Il dit, mais Triple H n'est pas un magicien. Et oui, les magiciens disent tout ça, voyons, effectivement. On nous parlait encore de Little Jimmy. Voilà, et puis ça se... Miss dit, ouais, t'inquiète, Triple H, je m'en occupe. Et puis on a c'est à ce moment-là qu'arrivent les. Non, c'est à ce moment-là. Non, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. J'ai des bêtises. Voilà, le Miss qui donc prend l'affaire en main, qui parle en français, parce que nous sommes à Montréal. J'ai oublié de vous le dire. C'est très important ça pour la suite, pour plus tard. Ah Nous oui, sommes à bien Montréal. sûr. Voilà. Eux, c'est des francophones les mieux traités que les Français, j'ai l'impression. Ça, c'est C'est important. vrai. On va voir ça. On va voir ça. Backlash, ils ont intérêt à parler français au moins, le Miss. J'espère. Un petit coucou avec peut-être même la présence de Maryse. Ça, ce serait encore mieux, encore mieux, encore mieux. Donc tout le monde fait des chants oui, les fameux chants oui, les oui chants. Et puis voilà, l'échange est fait. Voilà, R-Truth dit que c'était pas Triple H, que c'était Thomas Ciampa. Et puis d'ailleurs dans la foulée, on nous annonce un match d'aspirants que va remporter justement les DIY dans un freeway tag team match avec donc les New Day, les Creed Brothers et les DIY.
un match pareil, un match plutôt bien ficelé, hein, avec certaines équipes qui n'étaient même pas là à WrestleMania. On pense aux Creed Brothers. Et donc la victoire, hein, des DIY qui continuent sur leur petite poussée et donc qui seront, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les affronter. Est-ce qu'ils vont les affronter en France? Est-ce qu'on va avoir Awesome Truth versus DIY dans notre belle ville de Lyon? Ah ben ça je signe, ça j'aime bien. Là la carte commence à me plaire. Oui, c'est pas mal ça. Bah écoute, alors je te trouve un petit peu sévère avec Triple H parce que là c'est quand même un changement de ceinture. C'est bien qu'ils viennent. Après, voilà, on sait qu'on est dans une nouvelle ère de la WWE. Il va y avoir la draft, etc. C'est vrai qu'on se faisait toujours un peu chier au moment de la draft avec ces ceintures qui s'appelaient SmackDown et Raw Championship. Oui. Maintenant, bon, on retrouve la vieille époque où il y a les World Tag Team d'un côté, les WWE Tag Team de l'autre. Voilà, Mm. bien malin qui pourra m'expliquer vraiment la différence des deux termes. Mais c'était un segment que j'ai trouvé vraiment rigolo parce que R-Truth était effectivement extraordinaire, hein, en parlant de Tommaso Ciampa, le Miz donc qui a dit voici les nouvelles ceintures. C'était très bien, C'est c'était très stylé, hein. bien. Voilà. Et un match plutôt pas mal dans la foulée. Je trouve que c'est le bon choix. DIY, ils sont sur une bonne dynamique, ils en ont besoin. En plus, voilà, il y aura des interactions comédie wrestling avec R-Truth qui va prendre les uns les autres pour Shawn Michaels, etc. Donc là, je pense qu'on peut vraiment bien se marrer à Lyon. Ouais, bah écoute, ouais, c'était sympa, hein, voilà, c'était un peu c'est le côté redite de la semaine dernière qui était un petit peu pénible, j'ai trouvé. Et je trouve que, en fait, toutes ces séquences-là auraient pu être. Voilà, alors, il y a la blague autour de Triple H et Ciampa, mais au bout d'un moment, ça va, on a compris la blague. Je pense que ça aurait pu fonctionner tout aussi bien avec juste les general managers, surtout avec Adam Pearce et Nick Aldis, qui sont plutôt bons clients dans un genre différent chacun. Plutôt que d'avoir Triple H. Alors après, je comprends un côté sur place, c'est trop cool d'avoir la musique et l'entrée de Triple H et le patron qui se déplace. Mais à la télé, bon, j'ai trouvé ça un peu, ça tirait un petit peu tout ça était un petit peu long. Ça a été un petit peu long. Derrière, on a un match tag team sans grand intérêt, si ce n'est pour les fans de Indy Hartwell et de Candice LeRae et de Maxime Dupree et de Ivy Neal, s'il y en a. Et puisqu'on a Indy Hartwell qui fait un sale coup, qui profite d'une expulsion par l'arbitre pour aller mettre une énorme coup de botte là sur Maxine Dupree, et donc qui va chercher sa copine, la Candice LeRae, pour la positionner sur le corps sans vie, hein, de Maxine Dupree qui s'est fait déboîter. Pour le compte de 3, on a donc une Indy Hartwell qui cède, hein, à la tentation de prendre des shortcuts, quoi, de prendre des raccourcis et donc d'être méchante, d'être méchante. On a quand même, excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'on a la storyline féminine la mieux développée de la WWE sous nos yeux. Presque. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on progresse. C'est-à-dire, là, Candice LeRae a compris qu'il fallait faire du vice pour progresser. Indy Hartwell, elle a un petit peu résisté. Là, elle se lâche. Donc, bon, c'est la scène tag team féminine, hein. Il faut pas s'attendre à ce que ça leur fasse beaucoup plus d'exposition, mais au moins, voilà, il va y avoir des petits changements très certainement d'alignement dans les prochaines semaines et ça peut être sympa, même si ça reste catchesquement parlant pas très très brillant, surtout avec Maxine Dupuis dans l'équation. Ouais, effectivement. Ça c'est pour quand? Moi ça c'est pour plus tard. Allez, on va parler du Judgment Day. C'est parti mon kiki. On a donc le Judgment Day qui est en coulisses. Voilà, on se rassure, Damien Priest, on contrôle la WWE. Domino, il affronte Andrade ce soir. JD sera donc là pour surveiller son poteau Domino. Donc ils partent au ring, Finn Balor qui débarque, qui dit ouais, nous faut qu'on se concentre sur les titres tag team, hein, il faut qu'on aille les récupérer quand même. Alors pourquoi t'as un match avec Jey Uso là, qui demande à Damien Priest, dit bah voilà, toi tu dois te concentrer sur ce soir pour le match. Tu dois montrer justement à Jey Uso un petit avant-goût de sa défaite à Backlash. Jey Uso est donc first contender pour le titre de Damien Priest. Et du coup pour le petit package Judgment Day, on a Andrade, le petit chouchou de Raphaël, versus Dominic Mysterio. Et là, je vous dis tout de suite, Rafa, il était heureux parce qu'Andrade décroche une belle victoire là, à Monday Night Raw, avec un magnifique DDT sur Dom Dom, malgré les tentatives de McDonald de foutre le bordel, les 619 de Domino qui ont été bloqués, donc Andrade qui nous a toujours fait son gros coup de coude là, twisté là, comme on aime, et donc une victoire très costaud. Derrière,
Andrade se fait attaquer par JD et Domino. Et qui v'là-t-il pas? La cavalerie. La cavalerie, c'est qui? La cavalerie, c'est Ricochet, c'est Ricochet. Et donc Ricochet qui vient à la rescousse d'Andrade. Et donc tout ce beau monde va s'affronter dès la semaine prochaine. JD et Dominique contre Andrade qui s'est trouvé un nouvel ami à la WWE. Et cet ami s'appelle Ricochet. Incroyable. Cet ami se n'appelle pas Raphaël, il s'appelle Ricochet. Ah bah non, peut-être à Backlash, je pourrais me précipiter sur le ring pour aider Andrade, mais là j'ai... Out tag. Juste Ouais, avant que la sécurité t'embarque. Montréal était un petit peu loin, mais Andrade, moi oui, ça me fait toujours plaisir de le voir commencer à dérouler un petit peu sa présence avec un catch de qualité contre un adversaire qui, c'est Dom Tom, hein, il sait bien jouer le jeu. Donc c'était plutôt chouette comme match. Après c'est sûr Ricochet Andrade, ça va être une association d'une soirée, j'espère. Et Andrade, je sais pas exactement à quoi il peut prétendre. Maintenant c'est un peu compliqué en solo, c'est sûr. Il va peut-être pas aller titiller Damian Priest de suite, quoique après tout, puisqu'il est en train de faire du bisbille avec le Judgment Day, hein, Damian Priest Andrade, ça pourrait faire un beau match durant le printemps Oh ou oui. ou le début de l'été, on serait assez fan. Donc on lui souhaite de monter en puissance et puis on est content quand même aussi pour Ricochet. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une certaine on va dire confiance de la part des officiels qui lui mettent pas mal de matchs, pas mal de moments marquants là, mais sans non plus qu'il ait eu un gros WrestleMania ou un gros Royal Rumble. Donc voilà, il est gardé sous le coude Ricochet, c'est bien et puis on lui souhaite à un moment donné de décoller un petit peu plus. Ouais, exactement, exactement. Notre Ricochet, c'est une valeur sûre, visiblement, à la W2. Plus Ouais, sûr que Jinder Mahal, qui s'est fait jarter comme un malpropre, c'est honteux. quelle Notre tristesse. pauvre, notre pauvre Jinder et toute sa clique d'Indiens, là, qu'est-ce que c'est? Le marché indien n'est plus porteur, comme je dis. Le marché indien n'est plus porteur. On fait plus confiance à Jinder, lui Ah qui là là. avait quand même, voilà, qui avait un début de push face au Rock, là, où, voilà, dorénavant, remercié. Judgment Day, ça continue, puisque donc on a Jay freaking Uso, main event, Jay Uso contre Finn Balor. Un match qui va être remporté par Jay Uso face donc au démon, en fait, au prince Finn Balor, notamment avec le coup de grâce qui a été évité par Jay, main event Jay, le spear qui a été porté derrière et le fameux gros splash. Une belle victoire hein, de Jey Uso face à Finn Balor. On n'est pas en main event encore, hein, parce que le main event, il sera local. Et juste derrière, c'est ça qui est important, Damian Priest qui arrive pour le face-à-face. Domino et JD sont là également. Aïe, 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 pour attaquer Jey. Il se fait donc bousculer par tout le monde. Et le super kick qui est balancé. Et Jey qui se barre. Et là, alors là, attendez, parce que là, moi, je vous parle de ça, mais c'est complètement à la folie. Il va y avoir un gros teasing. Jay qui part, donc, dans les couloirs de la salle, il remonte les gradins, il est suivi par la caméra, voilà, la Steadicam qui suit notre ami Jey Uso jusqu'à l'extérieur de l'aréna, alors que la foule est en délire, le public est complètement dingue. On a plein de plans dorénavant, comme ça, chaque semaine, des entrées, des sorties de la caméra qui prend tous les risques pour aller dans les travées, les couloirs des arénas. C'est incroyable. Et là, le plan ne s'arrête pas là, puisque Sami Zayn est à l'extérieur. Il vient d'arriver, il regarde le ciel. Il dit, oh, le ciel de Montréal est fantastique ce soir. C'est la pleine lune. Et donc, ils se font un hit, ils se font un check, les deux. 25 ans qu'il est venu ici pour le premier show dans cette salle ce soir. Et ce soir, il reviendra toujours comme champion, le champion intercontinental. Et la caméra suit Sami Zayn qui retourne, donc qui entre dans l'aréna par la porte du Center Bell. Et par les couloirs avec les fans au milieu de la foule, il descend les gradins, les escaliers, les marches avec le drapeau canadien sous une ovation, totalement énorme. Hein. Je parle d'ovation, je parle d'innovation, puisque là on a une innovation de réalisation quand même technique. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On est dans un nouveau monde, une nouvelle ère, et je vous parlerai du match plus tard. Fin du teasing. Eh oui, on s'invite sur un gros cliffhanger. J'ai pas pu m'arrêter tout à fait, Rafa, tout simplement parce que la caméra ne s'est pas arrêtée. Ouais, bah écoute, respire un petit peu. Respire un petit peu, Irem, Je me suis laissé emporter, là, t'as vu ça? je prends le relais, bois un petit coup, et puis en plus on est deux pour t'assister parce que je prends le relais. Mais regarde qui j'ai trouvé là dans cette petite balade de la caméra, dans les vestiaires, dans les Ah bah lui couloirs. aussi t'as suivi. Il y avait Géliel. Ça va, Géliel? Hello à vous. J'étais coincé dans la locker room derrière derrière un bac. Je suis désolé. Je viens de me libérer, donc je me permets de vous rejoindre. Je me permets de vous rejoindre. Ouais, ça fait Comment plaisir, allez-vous? génial. Ouais, ça va, là, tu nous rejoins tel le Sami Zayn, t'as vu de la lumière, tu es entré. Ouais, exactement. Sous la même ovation, évidemment. Évidemment. Ouais, Avec le c'était plus drapeau. calme, mais c'était contenu, on va dire. Une ovation contenue, voilà. Qui c'est lui?
Bon, alors, Bon, Géliel, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence-là, de ce match de Chiuso et puis de ce long plan séquence, effectivement, à la suite, hein. Eh ben, ça relance pas mal de choses. Moi, je suis assez, voilà, j'ai bien aimé, aimé ce que ça racontait, avec l'ouverture de finalement Geuzo vers autre chose. Alors, c'était un petit peu déjà le cas, mais voilà, c'était quand même intéressant de confirmer qu'il y avait aussi de la vie après la Bloodline. Au-delà de ce qui pouvait être raconté par ailleurs avec Solo, etc., etc. Alors ça entérine aussi la fin quand même de l'ère, hein, c'est ce que tu as dit aussi, IRM. Non, moi j'ai bien aimé. Et puis derrière, voilà, on sent que ça part très très loin. On a des acteurs, on retrouve euh, maintenant Sami Zayn engagé côté Monday. Enfin, on sait pas trop où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, ça se renouvelle. Je trouve ça hyper sympa et que du coup, je suis très content de voir la suite. On voit bien qu'on est, enfin, ça reprend bien tout ce qui avait été dit et présenté à WrestleMania comme l'apex de la route, mais aussi comme la conclusion d'un certain nombre d'histoires avec évidemment la Bloodline, mais tout le reste. Et du coup, on repart sur d'autres choses qui se construisent. Ah, toujours les mêmes, mais qui reviennent sous d'autres angles, avec d'autres ambitions. Moi, je suis très très fan de la manière dont c'est amené, quoi. Voilà, j'ai bien aimé. bien écrit et la réalisation illustre ça en fait. Hein, quand tu as effectivement ce plan, la séquence là, qui quitte une histoire pour en reprendre une autre avec des acteurs qu'on connaît, hein, des catcheurs qu'on connaît bien depuis des années maintenant, hein, tous Ouais. issus un peu de la même grosse storyline de la Bloodline, mais qui tous ont des chemins différents. Mais tout ça en plus avec une grosse prod là. Moi j'étais soufflé hein, en tout cas. Je sais pas toi Rafa, t'as été soufflé aussi par ce haut fait de ce haut moment de télévision. Bah, j'ai trouvé ce segment, effectivement, comme l'a dit Géliel, très très fort en choix, ouais, de cohérence et de coordination, presque une chorégraphie. Après, voilà, on sent dans tout ça que Uso versus Damian Priest ne va être qu'une petite étape, hein, qu'il y a des mouvements internes dans le Judgment Day avec un Finn Balor qui montre un petit peu les dents, qui était pas très très content là que Damian Priest lui dise, en gros, les titres tag team maintenant, moi je suis champion du monde, alors on va gentiment s'en taper. Euh, donc bon voilà, on va avoir peut-être un backlash car je suis toujours égoïste, je pense à nous à backlash. On va peut-être avoir un match champion du monde de transition, mais il y a quand même moyen de raconter plein de choses autour, donc j'espère un match avec des interventions, avec du suspense, avec plein de belles choses. Et Sami Zayn, lui, voilà, il est chez lui, donc c'est effectivement, c'était le main eventer légitime pour ce show à Montréal. Bon, avant qu'on Et, parle du main event, oui. je rajoute juste, pour compléter ce que dit Rafa, c'est que sur ces moments où les histoires se construisent, c'est vrai que c'est ce moment-là où les matchs sont pas encore là. On est vraiment sur la construction des histoires. Donc, il peut y avoir plein d'intervenants qui seront là peut-être pour une semaine ou pour deux. Donc, c'est vraiment propice à l'overbooking, propice à l'ouverture sur l'histoire. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais. Effectivement, on a pas mal de choses qui se jouent. Ce Finn Balor, là, effectivement, là, qui peut montrer un peu plus les dents, là, peut-être en France, hein, voilà, on va vouloir décaper. Là, on est spécialiste hein, dans les trahisons ici en France, quoi. Et imaginez si c'était le démon qui revenait en France. Démon de midi, démon de minuit, démon de minuit en France, voilà, peut-être un concert de Image, peut-être que Image va nous faire l'entrée C'était de pas ce à quoi je pensais, mais Finn Balor. Il rentrait au bout de la nuit, puis là, Finn Balor qui arrive avec une choré et tout, hein, les danseurs, les chanteurs, voilà. Hein. Bon, peut-être, voilà, on va garder certaines idées pour nous. Bon, alors, avant de parler du main event, parce que là, je suis obligé de vous couper dans votre élan, je suis désolé, hein, je suis pas du tout le pauvre. Ils ont fait beaucoup d'efforts à la Real que je ne vais pas respecter. Indy Hartwell, donc Candice LeRae, ça on en a parlé. Par contre, je ne vous ai pas parlé d'un autre match tag team. C'était le retour de Chelsea Green et Piper Niven en fin d'équipe. Ça a fait plaisir. Elles ont roulé sur Katana Chance et Kaden Carter. Donc rien à dire, rien à signaler. Sinon qu'on est content de revoir Chelsea Green et Piper Niven. Un petit mot peut-être, Raphaël, sur ce retour de tag team là, Chelsea Green et Piper Niven. On est content. Ouais, bon, on est content. Elle s'est fait un peu rouler dessus la semaine dernière chez Chelsea Green, donc c'est le moment. Puis les deux autres, je pense que s'il n'y a pas une charrette bientôt, c'est qu'elles sont quand même contentes. Ah ouais, effectivement. Et toi, Julien, un petit mot sur Chelsea Green et Piper Niven? Ouais, ça avait été violent la semaine dernière, hein, donc effectivement, là qu'elle puisse gagner ce coup-ci, c'est voilà.
ça permet de rétablir un petit peu l'équilibre. Mais elles étaient Ouais, trop exactement. forts la semaine dernière, pas photo. Un petit mot sur Cody Rhodes qui est venu faire un petit coucou. Alors, est-ce que je vais dire que je commence déjà à en avoir marre de Cody Rhodes? Non, je vais pas dire que je commence à en avoir Cody Rhodes. Je fais attention les promos de Cody Rhodes. Qui parle beaucoup. À mon avis, attention. Il arrive, grosse ovation quand même de la foule, tout le monde est content. Il nous reparle des derniers événements à WrestleMania. Il nous parle évidemment du Rock. Il remercie Seth freaking Rollins. La foule chante Seth freaking Rollins. Il nous parle de LA Knight versus AJ Styles qui aura lieu à la fin de la semaine pour déterminer qui va affronter justement Cody Rhodes à Backlash. Donc ça c'est important pour nous. On veut savoir. Vous avez peut-être une préférence à ce moment-là, mais il va falloir attendre SmackDown pour le savoir. Il nous dit que le Rock a raison. Il y a encore beaucoup de chemin. Il va saigner encore Cody Rhodes. C'est que le début. Mais voilà, si un jour les deux hommes doivent s'affronter, et ben tout le monde va saigner. Il n'y aura pas que Cody Rhodes. Le Rock aussi va signer. Après, on lui a demandé, voilà, il a vu Tamatonga qui arrivait, enfin voilà, dans la Bloodline, qui nous parle il nous parle de Roman Reigns. Il y a beaucoup de questions. Jey Uso aussi, il a été interrogé sur la question. Il a parlé aussi de la Bloodline, qui nous dit que c'est toujours le bordel, la Bloodline. C'est la guerre, c'est le gros bordel, y compris en interne. Et puis donc voilà, gros big up à Jay qui a un match ce soir et puis qui se retrouvera à Backlash. Ce serait plutôt sympa, hein, les deux poteaux, là, Jey Uso et Cody Rhodes, qui auront tous les deux un match à Backlash, pardon. Et puis voilà quoi, pas grand chose à dire en fait, à part un gros câlin entre les deux hommes et puis ça se termine là-dessus. Donc ça n'a pas fait beaucoup bouger les. Il n'y a Non, pas mais beaucoup chamboulé de choses à Cody Géliel. je suis d'accord avec toi et je crois que ça allait très rapide, hein, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Cody est là. En fait, c'est le problème de tous les faces, en fait. C'est-à-dire que le face ne vit que par l'antagonisme, alors que le heel s'entretient tout seul à faire chier le monde, le public, etc., etc. Ce qui fait que le face, s'il n'a pas un antagonisme fort, un antagoniste fort déclaré, en fait, voilà, il nous parle de la pluie, du beau temps, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et à un moment, voilà, très clairement, ça n'apporte rien, ça n'avance pas. Donc, je pense que là, soit il faut qu'il mesure un peu sa présence, mais c'est le nouveau visage, hein, donc c'est pas dit qu'il le fasse. Soit il faut qu'il nous trouve vraiment quelqu'un de très mauvais, très méchant, à lui mettre en face assez rapidement, et que il puisse afficher toute sa gentillesse et sa bienveillance de face, versus un grand méchant, quoi. Donc j'ai eu le même sentiment que toi, en fait. J'ai vraiment eu le même Je suis entièrement sentiment que d'accord toi, avec toi. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah voilà, dans ce match qui va opposer LA Knight et AJ Styles, il faut vraiment pas qu'ils se prennent la tête, hein. Il faut faire très très simple. Il faut rapidement envoyer un méchant dans les pattes de Cody Rhodes pour justement éviter qu'on se retrouve avec Cody qui parle du beau temps et de la pluie et du beau temps pendant quelques semaines. Parce que Cody Rhodes, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ses promos, quand il a rien à dire, il a rien à dire. Ça se voit, quoi. Ça se voit. Ça s'entend. Bon, et alors même faut lui envoyer un méchant entre hein. exactement, et entre LA Knight et AJ Styles, il est non, bah non, du coup, pas y est. Mais en tout cas, il y en a qu'un des deux qui remplit un peu le truc, quoi. Donc voilà. Enfin, si on se dit que le cahier des charges, il est aussi d'aller chercher quand même plutôt un antagoniste heel pour affronter Cody Rhodes, pour éviter de tomber dans des choses qu'on pourrait voir dans le SmackDown tout à l'heure. Mais on verra, on va en parler. Bon, Rafa, on envoie un gros méchant ou on n'envoie pas un gros méchant à Cody Rhodes? Eh ben, on va bientôt le savoir, puisqu'on va analyser tout ça dans SmackDown. Ah, il a raison. Quel teasing, il est fort. Voilà, mais bon, je suis à peu près d'accord avec vous. Après, c'est les tout débuts d'un règne qu'on espère pour Cody quand même assez conséquent. C'est un poster boy, c'est la nouvelle face. C'est quand même 4 ans de Roman Reigns là dont on tourne la page, donc voilà, ça s'installe gentiment. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un des rares éléments qui ressemblait vraiment au Raw de la semaine d'avant. Et c'était là, on était dans le Raw du lendemain, un petit peu poussif et un petit peu. C'était le moment calme, quoi. On s'est calmé là un peu, voilà. Entre quelques gros matchs et dans un Raw qui était bien rempli, c'était un peu la transition. Ouais, bon, t'as raison, on va rapidement parler avec SmackDown, mais avant de parler de SmackDown, je vous propose de parler
du main event de Raw avec Ah, Chad Gable qui s'est fait un peu chauffer par tout le monde. Le journaliste qui dit Chad Gable, vous êtes pas en terre sacrée ici, hein. On a un peu la foule contre vous. Il dit vous inquiétez pas, moi j'ai gagné des titres, je sais plus où, à Pittsburgh ou je sais plus où il a parlé. Enfin, il était allé à des, voilà, il a l'habitude de jouer pas à domicile. Puis un peu plus tard, il se fait un peu chauffer aussi par Bronson Reed. Qui lui promet des temps compliqués si jamais il venait à gagner ce soir. Et donc, on reprend le fil de notre gros travelling, de notre plan séquence, puisque Sami Zayn affronte donc Chad Gable dans un main event de folie à Montréal. Sami Zayn, le champion intercontinental, qui affronte Chad Gable dans un combat dur entre les deux hommes, Sami Zayn et Chad Gable, qui se connaissent, puisque Chad Gable dit tout simplement dans son interview qu'il l'a entraîné, Sami Zayn, pour son match face à Gunther. Donc, il connaît tout simplement ses faiblesses, ses points faibles, et ça c'était plutôt bien vu. Et donc c'est parti avec un match qui s'enchaîne entre les deux hommes qui se rendent coup pour coup. On a quand même aussi Chad Gable, bon qu'on connaît, hein, voilà sa puissance, mais Sami Zayn aussi nous sort des souplesses et tout là, c'est assez sympa là. Sami Zayn qui s'est mis un peu à jouer la partition de son maître Chad Gable, donc ça c'était plutôt sympa. Le sharpshooter qui est tenté par le rouquin, mais voilà, il a la cheville qui est complètement blessée, hein, parce qu'il lui a placé notamment les ankle locks là de la part de Chad Gable. Sami qui est un peu bousculé, il peut pas aller jusqu'au bout. Le love kick c'est pareil, ça a du mal à passer, hein, il est sur une seule jambe. Gable qui le bloque, le moonsault, et cette fois-ci c'est Sami qui le contre. La jambe est encore prise pour être placée dans le ankle lock. Ah là là là, on se dit, ça y est, Sami Zayn va quand même pas abandonner à Montréal. Un nouveau Montréal Screwjob, peut-être, on ne sait pas en direct. Sami Zayn, il résiste. Et c'est un petit roll-up, un petit paquet qui est tenté derrière. Et ça ne suffit pas. Un explodeur, énorme explodeur de Sami sur Chad Gable dans le coin là. Et derrière, le hell of a kick pour la victoire. Sami Zayn qui célèbre sous l'ovation, la foule est en délire. Il vient donc relever Chad Gable, son ami, son mentor. Les deux célèbrent ensemble. Et là, on a un moment qui est vraiment super bien ficelé, puisque Sami Zayn, sa famille est là, hein, voilà, hein, sa femme qui voulait pas passer à la caméra, maintenant elle y a pris goût, elle est là toutes les semaines, et il va faire un gros câlin avec sa famille, et Chad Gable, il voit ça, et là, ça fait clic. Là, ça switch. Là, c'est le switch. Voilà, il vrille et il attaque Sami Zayn, une énorme German suplex, alors que Sami Zayn est encore en train de faire un gros câlin à sa famille. Et c'est parti pour le passage à tabac dans le poteau, dans le coin, le ankle lock sur le poteau avec un Sami Zayn qui est suspendu au-dessus des airs, les arbitres qui tentent d'arrêter le massacre et on rend l'antenne. Et voilà comment ça se termine. Raphaël, mais qu'est-ce qui s'est passé? Chad Gable, ah là 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 là, il a craqué. Il aurait jamais, quand il a vu ça là, ça aurait Ah, dû être moi. Ouais, il a vu les larmes ah. de sa fille. Alors là, je t'avoue qu'effectivement, si Chad Gable avait chopé Sami Zayn au moment où celui-ci faisait un câlin à sa femme et que ça nous faisait une avalanche souplex avec la femme de Sami Zayn qui passait par-dessus le turn, là, ça aurait été magnifique. Là, c'était le spot de l'année. Ça aurait Ouais, été ouais. incroyable. Oh my Mais god bon. moment. Mais ouais, mais bon. Ouais, comme tu dis, on la voit beaucoup, la femme de Sami Zayn. Là, je sais pas ce qu'on lui. Bon, j'imagine qu'elle a un petit cachet, qu'on arrondit les fins de mois, tout ça. Mais bah écoute, c'était un peu. Après coup, c'est presque prévisible en fait. J'ai envie de dire parce que c'est l'endroit idéal là. Quand t'as un face Eh qui est oui. chez lui, une foule extraordinaire. Enfin là, t'es sûr que tu vas avoir mais les broncas de l'année. Et c'était une super partition. Le match était très bien. Le match était dans ce registre plutôt voilà, compétition sportive, hein. C'était pas un méchant Gable pendant le match, donc on était loin des petits coups salauds que pouvait faire l'Imperium ou autre. Mais le match était très bon, j'ai trouvé. Mm. Et effectivement, bah, en fait, Chad Gable, il a compris aussi peut-être que s'il voulait enfin y arriver, il fallait passer à l'étape suivante. Et là, pour le coup, toujours dans mon raisonnement que je ne quitterai pas jusqu'au 5 mai, de se dire à Backlash, et ben si à Backlash on a une revanche, mais avec un Gable qui est redevenu le Gable vicieux, le Gable méchant, le Gable qui connaît les petits coups filous, et ben là on peut vraiment avoir quelque chose de costaud, et voire même, j'ai presque envie de dire, ce Gable-là mériterait sûrement d'arriver à son objectif, hein, parce que devenir méchant pour y arriver, bah, c'est une belle leçon, hein, il faut le faire gagner, c'est une leçon de vie tout ça. Ouais. Voilà, quel coup dur quand même là, c'est Chad Gable effectivement qui a assisté à ça là. Géliel, t'étais comment là quand t'as vu cette première souplesse là sur sa bisette, ça y est, c'est parti. Ouais, et puis en plus, enfin, je trouve que Gable, il est un peu aussi dans ce qu'il fait depuis un certain. Enfin, là, je trouve qu'il est très très méritant. Il bosse. Enfin, ça se voit qu'il bosse énormément.
Physiquement, il a jamais été, mais là, il est quand même très 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 en forme. Hein. Il est au niveau de la transformation qu'on a pu voir avec J-Style, là, qui est revenu musculature apparente partout. Non, moi j'ai bien aimé. Le match était déjà très sympa. Et puis à l'issue là, où finalement Chad Gable est en train de nous virer pas content du tout. Je suis très content parce que ça augure quand même d'un programme qui va durer encore un peu et je suis très content pour lui. Et puis en plus, voilà, c'était quand même le bon moment. Ça tape au moment où il y a la famille, ça tape, etc. Le show se termine, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qui va se passer, mais ça doit être horrible, horrible certainement. Enfin voilà, c'était non, j'ai trouvé ça très bien et puis je suis très content du traitement où on sort un peu du fantasy comédien pour être un peu plus sur le in-ring et puis l'histoire qu'on va raconter avec Sami Zayn, mais pourquoi pas et si ça emmène un peu Chad Gable, je suis très content aussi. Que j'ai trouvé que ça finissait très bien, alors qu'on partait sur un petit truc entre potes, mentors, etc. Voilà, que ça se termine finalement en haute Ah, ouais. qui va être sympa. Voilà. Ouais, effectivement, la Chad Gable qui va rester. Effectivement, tu as raison. Ça peut être sympa là, de voir Chad Gable et décrocher le titre. C'est devenu un gros salaud. Là, si en plus il chope le titre derrière, Ouais. ce serait assez incroyable. Ce serait assez incroyable. Sami Zayn, après tout, il a réussi. Voilà, il a réussi à battre Gunther. On va dire que le plus dur est déjà derrière lui presque en fait pour Sami Zayn, qui est, n'oubliez pas, censé être World Championship Material. Donc c'est pas impossible que Sami Zayn ne conserve pas ce titre très très longtemps et qui sait peut-être à Backlash un changement de titre sous nos yeux de petits Français. On ne demande pas Oh. plus. Hein. Avec ça, on serait déjà très très content. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. On va commencer par Raphaël. Raphaël qui se souvient de tout ce qu'on a dit ensemble. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour ce Monday Night Raw du 15 avril qui avait lieu à Montréal, Québec, au Canada? Bah, c'était en fait le vrai héros du lendemain, celui-là. Celui de la semaine dernière, c'était une petite pause. Et là, on a eu, bon, alors c'est les aléas du calendrier, bien sûr, mais entre Rhea Ripley qui nous laisse son titre, entre Sheamus qui revient, même si c'était pas extraordinaire, les challengers tag team qui sont décidés, puis ce main event, ouais, c'était ça un Raw du lendemain. Ouais. Donc, moi, je vais mettre mon top quand même au main event, hein, Sami Zayn versus Gable. Mon flop, à qui pourrais-je donner mon flop? Euh, C'est un petit peu méchant, mais on peut le donner au match de Sheamus. Je vais pas le donner à Sheamus parce que je suis content qu'il revienne, mais le match était pas très bon, clairement. Ouais. Donc petit ventre mou, sans mauvais jeu de mots. Oh, Et attends. Oh, 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 Il est très oh. fort. Il est très fort. Il a même pas fait exprès, fait-il il a croire. même pas fait exprès. Et je vais donner une note de 4 sur 5 parce que là j'ai trouvé qu'on avait vraiment un Ah très ouais. bon show et avec plein de Donc choses qui se sont passées. tu lui donnes le tampon vrai raw du lendemain. Ça va être vraiment un Ouais, truc maintenant. ouais, Ça ouais. va exister. Ça va être comme ça maintenant. Ça va être le raw du surlendemain. Euh, Railroad. le vrai raw du lendemain. Géliel, toi aussi tu l'as vécu comme un vrai raw du lendemain? Ah ouais, 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 les histoires qui partent, ça y est, on a fait le deuil de la partie rock, bloodline, machin, tout Hmm. ça. On est parti sur autre chose et c'est très bien. Alors moi, je vais mettre alors je vais mettre un top. Mon top, je Ouais. vais le mettre à DIY. J'adore cette équipe, j'adore ce qu'ils font. Ok. Je suis content de les avoir vus gagner. Je trouve que In-Ring, ils ont une alchimie et puis même une technique. Je suis très sensible à ça et vraiment, j'aime beaucoup cette équipe-là. Johnny Gargano en tout seul, c'était intéressant, mais ça n'avait pas assez de puissance en lui-même pour faire quelque chose. Tommaso Ciampa, c'est pareil, il a eu un gros passé NXT, mais c'est pareil, c'était pas. Et je trouve que les deux là, où il y a finalement le catch au cœur de leur gimmick, quoi. Et je trouve ça très sympa et je suis très content. Voilà. J'étais un peu déçu qu'ils gagnent pas le Six machin l'autre fois, Hmm. Six Team à WrestleMania. Donc là, je suis très content qu'ils gagnent. Euh, Un petit flop. ouais, un gros flop. Ouf, un C'est gros pas flop. quelle Oula. épaisse. C'est pas quelle épaisse, mais Maxime Dupri, faut arrêter. Hein, je pense. Voilà. Non, mais là, voilà, je pense qu'il faut arrêter maintenant. Donc flop. Et que si elle m'écoute, qu'elle fasse autre chose. Il y a certainement plein de choses sur lesquelles elle est hyper forte, mais qu'elle fasse plutôt ça. Et du coup, en plus, elle entraîne Ivy Nile dans sa chute, et ça m'ennuie aussi pas mal. Donc voilà, le flop. Et sinon, beaucoup d'éléments d'histoire, les Andrade, les Mysterio et compagnie, tout Hmm. ça, l'espèce de turn de feud qui se lance entre Sami et Chad Gable, etc. Uso, Bella.
plus Priest derrière. Donc pareil, un bon 4 sur 5 à ce Raw qui était très sympa pour l'ensemble des pistes qui nous lancent. Voilà. Très bien, bah écoutez, moi mon flop, hein, je donne un Triple H, t'étais pas là Gélial, mais je dis que Triple H, voilà, il m'a un peu saoulé là, c'était beaucoup trop long là cette séquence, deux semaines de suite là, c'était assez dispensable, sa présence en elle-même était assez dispensable. Pour mon top, eh ben, je vais le donner, bah, ce plan séquence, là, ce travelling, là, la réal, tout simplement, voilà, la réal qui est super, qui était vraiment super dans cet épisode-là, avec Sami qui prenait des risques, hein, parce qu'il est retourné 2-3 fois dans la foule, les agents de sécurité étaient en panique totale, hein, donc bah, big up à la sécurité qui a dû avoir des sueurs froides. Deux petits mots, voilà. Il y avait aussi Drew McIntyre qui avait mis une Claymore Kick dans une télévision, on n'en a pas parlé. Et Nia Jax qui a dit qu'elle allait tout démonter, mais qu'il fallait attendre la draft. Donc bah on va attendre la draft, hein, Nia Jax. Et quant à ma note, eh ben écoutez, je vais mettre à 3,75. C'était énorme pour moi, effectivement. C'était un très très beau show et c'était effectivement. Peut-être qu'on peut dire que le rôle du lendemain, c'est en deux parties maintenant. Voilà. C'est en deux parties. Il y a partie 1 et partie 2. La partie 1, on fait l'inventaire. Et partie 2, on repart sur autre chose. Bah, c'est le moment du tag-in. C'est le moment du tag-in. Le tag. Je fais le tag à mon ami Raphaël qui va prendre le relais pour nous parler de SmackDown. Et oui, peuple de catch-up, nous partons directement à SmackDown et nous partons à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc on revient chez les US ce soir du 19 avril. Et un show bleu donc qui va ouvrir puisqu'on fait la transition. Voilà, on est toujours dans les semaines on est post WrestleMania et pré-draft, donc tout se joue un peu sur les deux shows. Et on commence par le match directement entre AJ Styles et LA Knight. Le match qui est censé déterminer donc le futur adversaire de Cody Rhodes à Backlash. Surprise déjà de commencer par ça pour cet opener. Surprise d'entendre toujours la nouvelle musique dégueulasse d'AJ Styles. On a pu se dire qu'ils aient changé d'avis. Mais non, c'est parti, on y va. Un affrontement entre les deux hommes qui est donc une revanche de WrestleMania. Et une revanche qui porte bien son nom, puisque si AJ Styles avait perdu lors du show des shows, AJ Styles a réussi à renverser la vapeur. Un petit coup de vis au moment d'être dans les cordes, là il met un peu les doigts dans les yeux de LA Knight pendant que l'arbitre tourne le dos, et ce qui lui permet de bien faire son appui sur les cordes et de placer son phénoménal forearm. Bon, on a fait pire comme coup de vis, c'était pas hyper heel move quand même. Mais en tout cas, AJ Styles a décroché son ticket pour Lyon, lui qui était parti en Australie, on se souvient, en fraude, illégalement, puisqu'il était intervenu dans le match d'Elimination Chamber. Là, ce coup-ci, il a le droit, il a son billet, il peut venir en France, il va découvrir la jolie cité de Lyon. Et puis donc, pour répondre aux inquiétudes de Géliel et d'Irem, on envoie un grand méchant face à Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est en tournée en Angleterre. Alors là, j'avoue que je glisse un petit mot au passage. Ouais. Quelle fatigue pour les fans, pour les catcheurs d'avance. On sait que chaque année, 15 jours après WrestleMania, il y avait un European Tour. C'est comme ça qu'on les voyait, nous, à Bercy, régulièrement. Voilà, c'est une tradition. Honnêtement, avec tous les shows qui sont prévus entre Lyon, entre Glasgow, entre Berlin, je pensais qu'ils avaient rebougé le calendrier. Mais non, ça veut dire que des gens comme Drew McIntyre ou Cody Rhodes, là, ils sont venus en Angleterre, ils vont revenir très probablement la semaine prochaine aux USA, ils vont repartir en France. Enfin, il va y avoir du décalage horaire. J'espère qu'ils seront pas trop fatigués. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Irem, qui est un voyageur aussi, qui est déjà allé dans des contrées lointaines? Ouais, j'ai mon passeport qui fonctionne, voilà. Le corps, le sommeil. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant, effectivement, toutes ces tournées là. Déjà, en fait, pour tous les mois qui viennent là, ils vont beaucoup bouger. Tous ces pay-per-view, ces PLE à l'étranger, on continue les tournées en Europe. C'est vrai que c'est assez costaud. Écoute, j'imagine que ça doit être suffisamment intéressant financièrement pour continuer puis c'est bien organisé. T'inquiète pas, c'est bien organisé. Ils ont des petits massages dans l'avion et tout, donc je pense que ça fonctionne. En plus, là, j'ai vu qu'ils avaient rempli l'O2 là avec en house show. L'O2 Arena, ils sont allés pour faire le house show à Londres, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est possible, oui. Ouais, donc, toi, ils remplissent l'O2 Arena qui était quand même la salle pour le Money in the Bank, ils l'ont rempli pour un house show, quoi. Donc, je pense que c'est bon. Ils ont la motivation, elle est là. Pour l'opener, très bien qu'on ait commencé avec Elena et DJ Styles. Voilà qu'on est rassuré. Hein, c'était notre inquiétude qui aura duré 20 minutes. Notre inquiétude aura duré 20 minutes sur qui on allait mettre face à Cody Rhodes. Ce serait bien, DJ Styles. En plus, s'ils veulent, ils peuvent s'amuser un petit peu parce qu'il y a un mini passif. Alors, pas forcément que les deux hommes se soient croisés parce qu'ils ne se sont justement jamais croisés.
AJ Styles a déjà croisé un Rhodes, mais c'était le père de Cody. Ça, c'est très intéressant à savoir. Hein. AJ Styles a affronté Dusty Rhodes, quand même. Donc, je suis au-delà du match LA Knight versus AJ Styles que j'ai trouvé, ma foi, bon. Peut-être pas aussi bon que celui à WrestleMania, qui m'avait agréablement surpris parce qu'il était assez intense, mais et puis propre. Là, j'ai trouvé il était pas mal ficelé aussi. Il n'y avait rien de particulièrement notable, mais si ce n'est on a le bon vainqueur. Et je suis déjà très impatient d'avoir les passes d'armes au micro entre AJ Styles et Cody Rhodes. C'est vraiment ça qui va me donner envie de regarder le prochain SmackDown. Du coup, il faut regarder SmackDown sur cette storyline. Ouais, Géliel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet opener? J'ai trouvé ça très très sympa. Alors on a attaqué, ça aurait pu être le main event, hein, très clairement. Oui. Le match était très bon. Je les ai trouvés tous les deux très très bons avec une bonne alchimie. Alors LA Knight était un peu dans sa gimmick et dans son style habituel. Et AJ Styles était effectivement, hein, on sent qu'il a vraiment basculé côté heel avec voilà. Enfin vraiment, quoi. Je veux dire, il était il a rarement eu des rôles de face absolu, quoi. Mais là, en tout cas, dans son catch, il a adapté le catch aussi. J'ai trouvé ça très très bien. Et puis, comme je disais par rapport à Raw tout à l'heure, bah voilà, il nous fallait un méchant. Alors même si c'est pas le plus méchant du monde de tout l'univers catch, mais en tout cas, AJ Styles va très très bien aller pour aller défier Cody Rhodes, puisqu'il s'est débarrassé du favori des foules, LA Knight. Et donc, bah voilà, ça nous promet quelque chose d'assez intéressant. Et effectivement, IRM, alors, j'ai pas souvenir de promo d'AJ Styles qui renversait tout le monde, hein, qui renversait la table. Cody Rhodes dans sa guimauverie actuelle n'est pas non plus extrêmement enthousiasmant. Alors je T'as pense un peu peur? que ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que ça va donner entre deux non spécialistes, quoi. Parce que finalement, Roman Reigns, il tenait quand même largement. Quand il est secondé par The Rock, enfin, on était quand même très très haut dans le main event sur les parties promo. Là, faut voir. Peut-être que je me fais un peu de soucis à tort. On verra ce que ça donne. En tout cas, très bon match, très bonne victoire de AJ Styles qui va bien pour aller chatouiller Cody Rhodes. Donc très content. S'ils te surprennent, ce sera positivement. Exactement. Ah, moi, je suis moins inquiet que Géliel. Je rejoins un petit peu IRM. Puis il y a une question timing aussi. Il va arriver très vite, hein, finalement, ce backlash. Et entre-temps, il y a la draft. Donc peut-être qu'ils n'auront pas tant de temps que ça pour pédaler dans la semoule. Ouais. Je pense que l'angle qu'il faut choisir, tu l'as évoqué IRM, est assez facile. Hein. C'est le même depuis que Cody Rhodes est revenu, mais ça va être l'angle familial, puisque bah voilà, des mecs qui ont combattu Dusty Rhodes, il y en a quand même pas beaucoup dans le roster. Ça serait même une question à lancer au peuple de Catch-Up. Combien de mecs du roster actuel ont affronté à un moment donné Dusty Rhodes? Il y en a peut-être qu'un, en fait, à tout bien réfléchi. C'est peut-être le seul, hein, AJ Styles. Donc il y a un truc à écrire et catchesquement parlant, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment du bon boulot à faire sous nos yeux ravis de petits supporters lyonnais. Allez, on va enchaîner IRM avec sûrement le moment que tu as préféré. Vas-y, dis-moi. Oui. Ah bah ouais, Triple Je H était là. Ouais, je craignais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me suis un peu embrouillé, mais c'est pas grave. Ouais, tu t'es embrouillé, ouais. Tu t'es embrouillé. Je m'embrouille tout seul, moi, voilà, je me cherche des ennuis à moi-même souvent, tu sais. Voilà. Après 3-4 pintes. C'est ça. Il va falloir le surveiller, hein, IRM. Mais effectivement, comme Arrow, on nous a fait un copier-coller. Triple H est arrivé. Il y avait le general manager, donc ce coup-ci, c'est bien Nick Aldis. Il y avait des ceintures sous un drap. Les deux champions sont arrivés, donc les champions maintenant c'est Austin Theory et Grayson Waller, hein, le A-Town Down Under, c'est pas facile à prononcer. Et donc on nous fait le même coup qu'Arrow. Honnêtement, mais j'ai hâte d'avoir votre avis, les amis. Une version quand même plus cheap et moins intéressante. Hein. Les deux jeunes champions, ils ont pas grand chose à dire à part jouer un petit peu les freluqués. Triple H, qui a pourtant été un bon freluqué dans sa carrière époque DX, hein, il se vexe un peu. Il dit vous êtes qui là? Et du coup, Nick Aldis, il est pas content. Il dit comment vous parlez au CEO là? C'est pas bien. Et après, il leur dit tiens, il va y avoir un fatal four-way pour désigner vos futurs Challenger, donc on est exactement dans la même configuration qu'Arrow, sauf qu'on a une équipe de plus en face. Alors avant de narrer ce match et de déterminer donc l'affiche que nous aurons probablement à Backlash,
Géliel, toi qui n'étais pas encore avec nous pour parler du segment à Raw avec des Awesome Truth, la comparaison est douloureuse, non, pour SmackDown? La comparaison est douloureuse. Enfin ouais, c'était très dispensable. Hein. Moi, la seule chose que j'ai apprécié, c'est le positionnement de Nick Aldis, qui est quand même arrivé en disant oh, les gars, vous voyez à qui vous parlez, etc., etc. Et qui s'est vraiment positionné comme voilà le patron de SmackDown. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce qu'un Cole a jamais réussi à faire. Enfin, il était toujours un peu un mix entre le comédie et voilà. Et je trouve que Nick Aldis a ce rôle hyper en main. Donc ça ouvre aussi pas mal de pistes pour créer des relations, des conflits, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc ouais, complètement indispensable sur l'intervention. Enfin, effectivement, il y a de nouvelles ceintures. Ok, ouais, wow. Maintenant, on pouvait faire beaucoup plus simple et puis donc dispensable. Mais le petit positionnement là de Nick Aldis qui vient remettre tout le monde d'aplomb et notamment les deux jeunes qui ont effectivement pas grand chose à dire. Hein, franchement, c'est compliqué. Voilà. Donc non, j'ai dit Cole, mais c'est Adam Pearce. Je pensais à Adam Pearce, pardon. Par rapport à Nick Aldis qui est l'alter ego. Et donc, bah voilà, que ce soit Austin Theory ou Grayson Waller, ils rigolent comme des deux idiots. C'est complètement vain. Donc voilà, c'est le seul angle que j'ai trouvé différent et intéressant en fait par rapport à Raw. Et puis c'est le seul angle où j'ai trouvé que ça pouvait avoir amené quelque chose pour la suite. Donc voilà, c'est le seul point que je retiens. Et toi, Irem, es-tu prêt à dire à nouveau du mal de Triple H dans cette même Non, analyse? non, évidemment, j'adresse un mea culpa à la fois à nos auditeurs que je n'ai pas respectés et à Triple H que je n'ai pas respecté. Donc rétroactivement, pour me remettre les choses dans le bon ordre, effectivement, là, je vais dire du bien de Triple H. Bah, si, en fait, j'aurais dû dire du bien de Triple H la semaine dernière et du mal de Triple H cette semaine. Alors voilà, vous avez compris, effectivement, je me suis emmêlé et c'est là, en fait. C'est à SmackDown où, effectivement, je dirais encore la même chose. Enfin, 3 jours après, on nous resserre la même soupe et une soupe un peu plus tiède, comme tu l'as dit. Donc, en fait, tu as très bien décrit ce que j'avais ressenti, non pas en regardant Monday Night Raw, mais en regardant SmackDown. C'est qu'on nous a servi la même chose, mais en moins drôle et en beaucoup plus dispensable. En plus, il y a des choses qui m'ont un petit peu. Une chose qui m'a un peu. Deux choses qui m'ont gêné. La première, c'est qu'effectivement, le 8 Out Down n'était pas du tout très inspiré, j'ai trouvé. Tête à claque. J'ai même trouvé, enfin, à un moment donné, il y a une réplique, justement, celle qui a un petit peu chauffé tout le monde, là. Une réplique de Grayson Waller où. Enfin, je sais pas, il est assez, voilà, assez insultant auprès de Triple H. Et la Triple H, effectivement, il se chauffe. Et puis, c'est Nick Aldis qui calme le jeu. Mais enfin, bon, c'est comme Triple H, quoi. Enfin, là, je me suis dit, mais Triple H, il aurait déjà dû placer, je sais pas, faire un truc, quoi. J'ai trouvé la répartition des rôles un petit peu étrange. J'aime beaucoup Nick Aldis, hein, je trouve qu'il était très bien, mais justement, je trouvais que la présence de Triple H n'avait pas trop de sens parce que Triple H qui se fait rabrouer par Grayson Waller et qui dit rien, qui reste un peu comme ça. Ah, je suis pas d'accord. Si je Ah, peux c'est me un peu. permettre. Ah, c'est un peu chaud, quoi. Toi, qui reste comme ça, il se fait un peu moucher. Alors, je comprends, c'est le boss, il doit essayer de garder son calme, mais il aurait pu. Je sais pas, ça m'a paru étrange la façon dont il a réagi. Et après, bon, Nick Aldis qui prend le relais. Donc, en tout Mais cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, je me suis embrouillé, c'est évidemment à SmackDown où je me suis dit, bon, après, ils nous servent encore la même chose. Hein. C'était pas très très inspiré, mais au passage, les ceintures sont magnifiques. Ça, c'est sûr. mais par contre, pour revenir sur ce petit truc, je trouve qu'au contraire, tu vois, il envoie ça le positionne encore plus haut, en fait, je trouve, Triple H, de pas se mêler directement. Alors, je suis d'accord, il aurait pu faire le coup de poing et mettre deux pédigrés à tout le monde et ça aurait été bien vu aussi. Mais le fait qu'il se mette un peu en retrait, en hauteur et qu'il envoie finalement Nick Aldis pour faire le taf, voilà, pour lui, ça le joue. Au contraire, je trouve que ça le replace très haut il est pas au niveau des Austin Theory et Grayson Waller, il est au-dessus de ça, quoi. Et dans le positionnement, moi, ça m'a renvoyé ça. Voilà. Ouais, je Je comprends. peux J'ai vu, comprendre ton point c'était de vue. Nick Aldis qui intervient. J'aurais peut-être fallu que Triple H regarde Nick Aldis en mode tu fais quelque chose ou je m'en occupe. Toi, ça aurait été, je trouvais un peu plus juste. Mais là, on chipote, hein, vraiment. Oui, oui, oui. C'était pas grand chose. Mais ce que je retiendrai, c'est que les ceintures sont quand même drôlement jolies. Ça, c'est. Très bien, c'est l'essentiel. Oui, quand même. Oui, bon, Ouais. oui. Du coup, ça en fait des nouvelles à acheter aussi, hein, par contre. Ah Ouais. oui. Voilà. Faut mettre à jour votre vestiaire, messieurs, dames. Ouais. C'est seulement 500 €. Ah bah Il y ouais. aura peut-être 10% de ristourne au shop à Backlash. Et ouais, mais justement, au shop à Backlash, qui sera là avec les ceintures? Eh bien,
En tout cas, on aura un indice grâce au Tag Team Title Contendership match qui va suivre. Donc c'est un Fatal 4-Way avec ce principe toujours formidable où il n'y a que 2 équipes sur le ring. Le casting, c'est lequel? Ce sont les Street Profits qui affrontent les Authors of Pain, qui affrontent Legado del Fantasma représenté par Angel Garza et celui qu'on doit désormais donc appeler Berto. Et le New Catch Republic avec Pete Dunne et Tyler Bates. Un match unanimement reconnu comme quand même assez long, 17 minutes 14, où on aura eu quand même un petit peu de tout. On aura vu les Authors of Pain qui ont essayé de placer leur move, leur grosse powerbomb à 2. On a eu à un moment donné toutes les équipes qui se mettent contre eux. La Legado del Fantasma, la Angel qui est Berto qui ont essayé de sauter dans tous les sens. Street Profits, Montesfort pareil qui rebondit comme une boule de flipper. Et au final, ce sont bien les Street Profits qui l'emportent sur un segment final où ils arrivent à placer leur finisher, leur revelation sur Angel Garza. Ils sont accompagnés de Bobby Lashley qui vient les congratuler, qui vient les féliciter. Tandis que donc Theory et Grayson Waller étaient aux commentaires. Donc ça se toise un petit peu. Là aussi, vraiment le même segment qu'Arrow. Bon, petite déception pour ma part, j'aurais bien aimé voir la New Catch Republic à Lyon, pardon. Et les Street Profits, qui ont mangé un petit peu de pain noir ces derniers temps, un petit peu de low card, un petit peu de un heel turn qui n'a jamais fonctionné. Là, on va les revoir. Ils ont l'air d'être quand même bien chauds. Là, j'ai trouvé que Dawkins et Montesford, ils avaient bien envoyé du lourd, non? Qu'est-ce que t'en as pensé, Irem? Ouais, ils reviennent, ils reviennent un peu là où ce qu'ils auraient jamais dû quitter. On a l'impression que là, on a fait vraiment une parenthèse un peu avec ce Hurt Business 2.0 qui n'a jamais vraiment été un Hurt Business 2.0. Donc on revient à ce qui fonctionnait, quoi. Les Street Profits, leur entrée, les gobelets. D'ailleurs, j'espère qu'on aura des gobelets bleu, blanc, rouge qui tomberont du ciel. Ça serait magnifique. Maintenant, je suis un peu comme toi. Je comprends que ce soit les Street Profits, je serais très content d'avoir leur entrée, mais j'aurais pas été mécontent d'avoir une New Catch Republic qui propose un catch, ma foi, fort divertissant et qui, je trouve, aurait bien convenu à une foule francophone, la foule, un public français. Très drôle, très technique, ça aurait été sympa. Et toi, Géliel? J'ai bien aimé le combat, le Fatal 4-Way en tag team, c'est l'assurance que ça bouge et que ça sautille dans tous les coins. C'est vrai que la stipulation forcément que 2 en même temps, alors du coup ça enlève un peu de bordel, donc un peu de fun. Mais le fait que tout le monde puisse se taguer finalement un peu n'importe comment. Puis en plus la spéculation elle est surtout respectée au début et à la fin parce qu'au milieu ça a quand même été un peu n'importe quoi. Mais c'était très très bien. Moi j'ai été assez intéressé par Legado del Fantasma. Angel et Berto là ont été très heel, très très méchants. Il y avait et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'ils se sont positionnés vraiment. Alors les Authors of Pain ils sont Pain parce que voilà, c'est un peu particulier. Ils ont un positionnement de newcomers, mais en même temps, il y avait tout le monde qui était contre eux, mais en même temps, ils ont pas, je trouve, le même vice qu'a pu avoir un Legado del Fantasma. C'était finalement la méchanceté bien ciselée en fait, le côté Authors of Pain, alors que j'ai trouvé que vraiment Legado del Fantasma était très, c'est ça, j'ai bien aimé comment ils ont fait. Je suis pas fan. J'entends ce que vous dites, mais New Catch Republic, je trouve que je suis pas fan du tout quoi. Entre l'un qui tord les doigts et l'autre à qui il manque des segments dans les jambes, j'ai quand même du mal j'accroche pas. Street Profit, 1m70, Tyler Bates, c'est sûr, c'est pas un grand gabarit. 50, non? 70? Il paraît 1m50. Je retire. Non, mais voilà. Oui, mais je suis grand, je dirais. Mais en tout cas, je suis pas ultra fan. Mais donc Street Profit, effectivement, vous l'avez dit, ça a jamais marché, l'espèce de clan. Là, voilà, ils reviennent avec ce qu'ils savent faire, à sautiller, à haranguer la foule, à être bondissant avec un Angelo Dawkins qui est de plus en plus fit et musclé, et Montesfort qui est quand même très 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 en forme aussi. Ouais, très bien, très bien. Donc une belle victoire, Bobby Lashley pas loin avec Bifab qui félicite tout le monde là. Très bien, voilà. J'ai été diverti sur les 17 minutes et tu l'as dit et on leur a laissé du temps à tous et j'ai trouvé ça bien aussi.
parce que le match était bien. Et puis du coup, on a une équipe gagnante qui me plaît aussi, le Street Profit de retour aux affaires. Ça me va bien. Bon, bah ça fait plaisir de voir un Géliel aussi ravi. Alors pour Géliel qui a beaucoup aimé la Legado del Fantasma, on va faire durer le plaisir latino. Allez Géliel, c'est pour toi. On a eu finalement le payoff d'une bonne partie de cette rivalité chez les Latinos. On a eu Santos Escobar contre Carly freaking To. Carlito était là pour venger son honneur et voilà toutes ces histoires de ces derniers mois autour de Rey Mysterio, etc. Et ben Carlito, il est arrivé un petit peu short, il est arrivé un petit peu court. 7 minutes 34 de match et c'est bien Santos Escobar qui l'a emporté sans vraiment finalement presque de difficulté pour Santos. Hein. Carlito, ça va pas bien là. Bon, bah, Géliel, allez, je te relaisse la parole puisque est-ce que les Latinos ont su rester dans le niveau là? Je reprends. Non. Et puis il y a une forme de déconcentration. Enfin, je trouve que Carlito, il est arrivé avec tout le monde. Ça rigolait, ça se tapait dans le dos. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'énervement de Santos Escobar sur ce coup-là par ailleurs. Et je pense qu'il y a un positionnement qui est en train de se faire et qui n'est pas forcément à l'avantage de la LWO pour le moment, quoi. Et le match a été effectivement court. Carlito, on n'a même pas vu beaucoup de gimmicks ou grand chose. Santos a dominé de la tête et des épaules, le grand Carlito. Non, c'était très bien aussi, mais et puis bah voilà, c'est les méchants qui gagnent, c'est bien aussi quand les méchants ils gagnent. Voilà, donc je suis très content, ça est je suis très content. Voilà. Ah bah Je écoute, très continue. content. Super. Et ben alors toi Yerem, est-ce que tu as été aussi content que ça? Est-ce qu'une pomme a été sortie? Est-ce qu'une pomme a été crachée au visage? Non, Ce justement. soir. Non, Ah bah non, voilà, non. donc Aucune voilà. pomme n'est sortie d'un site. Oui, c'est ça, on attend qu'une chose de Carlito qui a un match tous les 2 mois, c'est qu'il crache sa pomme au visage de son opposant et il le fait même pas. Donc pour moi c'est Pas eu le temps. complètement raté, c'est complètement raté. Carlito versus Santos Escobar, non, c'est totalement dispensable. Et puis c'était pas un très très bon match quand même, il faut le dire. Ouais, on a essayé un tout petit peu de nous faire croire que c'était un payoff, comme je le disais, une sorte de confrontation qu'on attendait depuis un moment avec toutes ces histoires d'agression dans les vestiaires, de prendre la place, de prendre le shot. C'était Carlito qui était revenu et qui avait énervé de base Escobar, qui était à l'époque copain avec Rey Mysterio. On sent que c'est pas ça Carlito, c'est pas vraiment une montagne à franchir. Non. On sait plus qui, en fait, on ne sait même plus dans cette rivalité qui sont les deux têtes, les deux boss qui s'affrontent vraiment, quoi. C'est quoi le endgame de cette rivalité, en fait? Bah ouais. Bref, parce qu'on a Rey Mysterio. On imagine que c'est Rey Mysterio versus Escobar, mais est-ce il est qu'on pas va vraiment beaucoup la là. voir? Il est pas beaucoup là, Rey. Il fait coucou, mais il s'en va. Donc, écoute, on verra bien ce qui se passe du côté de ces clans latinos. Ce soir, c'était pas eux, le clan qui a attiré l'attention, il faut le dire. Ce soir, le vrai fil rouge du show bleu, et on y vient maintenant juste avant le main event, c'était la Bloodline. Et ouais, la Bloodline qui est désormais amputée de sa tête, quelque part, même si Roman Reigns, on nous dit qu'il est encore là, qu'il envoie des messages, qu'il a des versions officielles via son Wiseman quand il présente ses excuses face à la défaite, etc. Mais ce soir, dès l'ouverture du show, on a vu un Paul Heyman bien embêté avec un Solo Sikoa qui est arrivé magnifiquement en costard. Un Solo, il prend du galon. Et il est accompagné de celui qu'il appelle son MFT, Tamatonga, donc qui est présenté officiellement à la WWE. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire MFT, là, j'en profite? Est-ce qu'on a la traduction de cet acronyme, là, MFT? Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais, Yerem? Bah moi je me suis renseigné, toi j'ai cherché et bon il n'y a pas de version officielle, il y a 2-3 explications. Il y en a la première qui est My Family Tree, donc mon arbre familial. C'est visiblement une expression qui est utilisée, mais alors ça voudrait dire My Family Tree, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Moi j'avais pensé à Motherfucker Tongan, parce que voilà, le gars c'est un Tongien et il a l'air assez taré, mais bon je suis impatient de savoir exactement ce que ça veut dire MFT. Géliel, une petite hypothèse? Ouais, moi je pense que c'est plutôt sur la partie My Family Tree, quoi. C'est vraiment tu fais partie de la famille. C'est dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il l'utilise en fait. Voilà. On n'aura pas la réponse à cette question ce soir, mais on aura la réponse à une question que Solo Sikoa demande à Paul Heyman dans les vestiaires à corps et à cri. C'est où est Kevin Owens? Où est Kevin Owens?
il cherche Kevin Owens. Eh ben, Solo Sikoa et Paul Heyman, ils ont un segment au milieu du ring. Paul Heyman qui essaye de parler, alors que le public, lui, réclame Roman Reigns. We want Roman, we want Roman. Solo Sikoa, ça l'énerve, il prend le micro, et alors là, il se chope une Dirty Dom Hit. La foule ne veut absolument pas le laisser parler. Il a du mal à en placer une, Solo Sikoa, mais de toute façon, il va pas nous dire grand-chose. Il va nous dire, la semaine dernière, j'ai perdu un frère, en excluant Jimmy, mais j'ai gagné mon MFT, donc fameux Tamatonga. Et là, sous le Titantron, on voit le corps de Kevin Owens qui est projeté, qui sort des coulisses, le visage complètement en sang. Et Tamatonga, qui visiblement est l'auteur d'une agression backstage, qui le passe à tabac. Alors les officiels s'en mêlent, se précipitent, essayent d'intervenir. Sauf que Kevin Owens, c'est pas le dernier, quand on le met KO comme ça, à se laisser faire. Donc il aura des sursauts d'orgueil, des sursauts d'attaque. Il revient à la charge plusieurs fois. Il attaque Tamatonga, il attaque Solo. Ça finit en bordel général, tout le monde est là. Nick Aldis arrive. Et quand Tamatonga va chercher une chaise pour visiblement faire subir à Owens le même coup qu'à Jimmy Uso, il l'empêche. Là, on a quand même un general manager d'autorité qui se place. Il dit non, ça finit ce bordel. Nick Aldis, il est très vénère. Et juste après ça, il va même amener Paul Heyman sur le parking pour montrer que, en fait, Tamatonga, il avait visiblement créé un accident de voiture en percutant la voiture de Kevin Owens. Et il lui a dit en gros, c'est fini ce bordel. On sonne la fin de la récré. Et il lui a dit, rappel de la semaine précédente et de ce qui s'était dit, il n'y a pas que la défaite qui peut avoir des conséquences. Paul Heyman, on sent qu'il est perdu. Il aura passé la soirée à avoir un visage apeuré, larmoyant et à gémir. Ah, oh, ouh, ah, oh là là, oh non, ah oui, non, pas ça. C'est une rébellion dans la Bloodline, des rébellions, des nouveaux lions, Irem. Oui, c'est ça. Une nouvelle génération encore plus violente, encore plus sanglante, comme disait sur le Discord. Ça fait vraiment beaucoup penser à toutes ces films, ces séries, ces histoires de clans mafieux. Voilà, le chef de clan qui doit partir, il meurt, ou voilà, il doit donner son... Voilà, un peu comme Roman Reigns, c'est parti, il est mort un peu au combat, même si là il s'entraîne à la salle, il reviendra. Mais voilà, on donne la responsabilité à la nouvelle génération, aux fils, aux neveux qui doivent se battre pour reprendre la direction des affaires. Et souvent, ça entraîne encore plus de violence, des jeunes qui ne répondent pas au même code que les anciens. Et c'est par le sang qu'on règle les affaires, et le vrai sang, pas juste le sang de t'as tué mon frère, le sang familial, fraternel, mais le sang des victimes, des soumis, qu'on va faire couler, comme ce soir on a fait couler le sang de Kevin Owens. Donc moi j'ai trouvé ça formidable. J'aurais aimé encore plus de sang, même plus de violence. J'aurais aimé que le pouce de Solo soit rouge, rouge, et j'espère qu'ils vont continuer là-dessus, qu'ils vont tuer des gens chaque semaine, tout simplement, pour arriver à leur fin. Donc j'aime beaucoup, et en plus Paul Heyman est parfait là. Le pauvre, il est complètement paumé, comme tu l'as si bien décrit, Raphaël. Donc moi je suis client, j'adore. Si on m'avait dit qu'on aurait ça il y a 2 semaines, j'y aurais pas cru, quoi. Vraiment, la Bloodline, on l'imaginait presque mourir, être mise en veille pendant de longues semaines en l'absence de Roman Reigns. Et en fait, non, on repart carrément sur autre chose, et moi j'y suis. Moi, je vais pas dire que j'ai déjà oublié Roman Reigns, mais je vais regarder ce qu'il fait à Solo avec son MFT. Ah, Géliel, t'es embarqué toi aussi? Non. Merde, voilà. On a perdu. Voilà. Pouce. Voilà. Dans l'œil, pof. Et non, effectivement, je suis pas embarqué. Je suis pas fan du gimmick, de la gimmick débile, fou dans sa tête de Tamatonga. Vraiment pas. Le truc ultra violent. Enfin, c'est le truc de base en indie où, que tu vois avec les gars qui serrent les dents, en faisant, pas content. Donc je trouve que c'est de la gimmick. On regarde pas ça, nous on regarde que des vrais professionnels, voyons. J'entends bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est trop facile. Voilà. Je suis extrêmement mesuré sur la capacité de Solo à l'idée quoi que ce soit en story ou en main event. Je trouve que alors du coup, de fait, sur des rapports comme ça où finalement on met de côté tout le brain, toute la partie mentale, du coup le Wiseman, je
trouve qu'il a plus drôle et d'ailleurs ça se voit, il a du mal à se positionner sur des comportements qui finalement rentrent plus dans ses critères ou dans ses schémas. Et du coup, je trouve ça enfin, de mon point de vue, ça fonctionne pas très bien pour moi avec, comme je dis, une espèce de vengeance aveugle qui a pas grand sens ou qui est pas bien expliquée à part tu nous as battus, etc. Ou voilà mon frère de sang, etc. Voilà, je suis pas du tout client pour le moment de ce truc-là. Ça part trop, c'est trop simple et en plus en s'appuyant sur les fondations, comme je dis, que je suis pas persuadé qu'elles vont nous amener très loin. J'attends de voir, mais pour le moment, pour moi, ça fonctionne pas quoi. Ah, il est méfiant notre Géliel. Hein. Ah là là. Ouais. Un Géliel J'argumente. dubitatif. Mais il argumente, oui. Une méfiance argumentée et justifiée. Voilà. Mais je comprends, hein, effectivement, il va falloir faire ses preuves pour Solo. Donc on n'imaginait pas justement avoir un rôle aussi important. Ouais, et aussi rapidement. Ouais, bon, moi je suis plutôt de l'avis d'IRM, hein, je trouve ça plutôt C'est bien. un renouvellement, une révolution un peu intéressante. Après, c'est peut-être que je suis trop optimiste et que j'imagine pas que ça Non, soit c'est juste. c'est que tu veux ta prime, tout simplement. Voilà, c'est ça. Non, mais moi je pense qu'il y a un brain, et je pense qu'il y a des choses qui se trament et on va savoir aussi, il va y avoir tout ça va s'étoffer, c'est les prémices en fait, c'est une nouvelle saison qui démarre et c'est les premiers épisodes et pour le moment on est dans l'interrogation, qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre Kevin Owens, est-ce qu'il va se trouver des alliés, est-ce que les autres vont être de plus en plus nombreux aussi, enfin il y a tellement de possibilités, je trouve ça vraiment pour le moment assez comme l'a dit Yerem, assez surprenant et revigorant, enfin là on parle d'une phase de la Bloodline sans Roman Reigns. Je trouve déjà ça beaucoup plus intéressant que la période post-SummerSlam de l'an dernier, là, quand Jimmy Uso, qui avait trahi Roman Reigns une semaine, un mois avant, revenait dans la Bloodline en se mettant sur le canapé et tout, là, en disant ouais, finalement, je suis de retour. On avait un peu souffert là de l'absence de Roman Reigns. Là, il se passe des trucs, je trouve. Mais on verra bien, effectivement. On verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines. En attendant, place au main event de cet épisode. Un main event énormissime. Un main event qui va avoir Bayley affronter sa copine Naomi pour le titre de championne de la WWE. Et elles sont bien observées puisque on découvre que à la place la moins chère, la plus haute des gradins, on a le Damage Control qui s'est installé. Visiblement, Damage Control qui a perdu un petit C'est peu. un salon privé, moi j'aurais bien aimé. J'aimerais bien là. un petit salon Un privé petit- pour catch-up, voilà. Plutôt que de donner des primes, des gens qui sont d'accord avec moi. Bah écoutez, c'est peut-être un salon VIP, mais on voit pas grand-chose de là-haut. Bon, elles sont interviewées là-haut. Enfin, elles sont interviewées. Évidemment, il y a que Dakota Kai qui parle. Voilà, on parle de former champion. Alors là, quand on parle de former champion, Dakota, Io Sky, elle fait des yeux de chien battu. Elle fait petite mine comme ça, elle est former championne. Mais non, Dakota Kai, elle dit pas du tout. C'est pas une ancienne championne. Elle va reprendre son titre. Mais sauf que elle fanfaronne un petit peu là. Damage Control, elle rappelle qu'elles sont la plus grande force de la WWE, qu'elles sont toujours les Kabuki Warriors, toujours les championnes féminines. Sauf que juste à côté, dans le salon VIP d'à côté, il y a Bianca Belair et Jade Cargill qui s'installent. Et donc tout ce petit monde se regarde de très très haut et s'invective un petit peu. Là, on se croirait un peu chez les hooligans au foot, dans le carré des supporters étrangers, extérieurs. Et que cela ne nous fasse pas oublier ce qui se passe sur le ring, puisque donc Bayley et Naomi vont se disputer quand même pendant 11 minutes 20 pour le titre, pour la gloire, pour l'honneur. Alors Naomi qui fait parler un petit peu sa souplesse quand même, avec des super kicks, des pirouettes dans tous les sens. Bayley qui pose un petit peu plus le rythme, mais de toute façon, même si la violence monte un petit peu, et qu'on finit quand même à l'extérieur du ring, avec les rebords, la table des commentateurs, etc., le match ne va pas aller jusqu'au bout. On va avoir une intervention de Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui attaque les deux adversaires pour en fait marquer sa présence et pour dominer et pour finir ce SmackDown tout simplement au milieu du ring, à lever les bras au ciel et à regarder les deux challengers, enfin la championne et la challengeuse au milieu du ring et à se moquer d'elle parce que elle veut sa place et elle veut pas attendre Tiffany. Et elle a même pas attendu que ce match est une vainqueur définitive. Est-ce qu'elle a eu raison de ne pas attendre, Géliel? Est-ce que toi aussi t'es pressé de vivre un Tiffy Time? Ou tu aurais aimé avoir au moins une fin à cette rencontre?
Eh ben non, en fait, je voulais pas de fin à cette rencontre parce Ah ben voilà. qu'effectivement, et en fait, je me suis depuis l'annonce déjà la semaine dernière, je me demandais comment tout ça allait se terminer entre deux copines qui font le match pour la rigolade, etc. Alors on va gagner, mais on va pas gagner, etc. Alors même si on a vu que c'était quand même monté en pression, hein, les sourires un peu du début là, ça quand même, voilà, il y avait quand même un titre en jeu et au fur et à mesure que le combat a monté en durée. C'est devenu un peu plus tendu et je trouve que Bayley comme Naomi le match, enfin ça allait, c'était pas mal, hein. Franchement c'était vraiment sympa, j'ai trouvé. Mais effectivement l'intervention de Tiffany Stratton du coup ça sauve un peu les meubles parce que on aurait été bien emmerdé de voir la suite entre Bayley et Naomi si Bayley gagnait et encore pire si Naomi gagnait quoi. Donc non, Tiffany Stratton enfin, ça fait un petit moment qu'elle est sans vrai programme depuis soit in ring soit autour du ring. Bon bah voilà, ok. Maintenant on voit tout de suite où est-ce qu'elle veut aller. On a son agenda en tête qui est plutôt bien écrit. Elle veut prendre la ceinture de Bayley. Donc très bien, qu'elle y aille. Alors c'est quand même un peu particulier parce que quand même si on refait l'histoire, elle s'est quand même fait battre la semaine dernière clean par Naomi. Donc ça veut dire qu'elle veut quand même, même si elle est quand même troisième dans la hiérarchie officielle sur ce truc-là, elle veut quand même gratter la place de Naomi pour aller attaquer mais Naomi l'avait battue. Bref, du coup, c'est pas tout à fait, c'est un peu particulier en termes de positionnement. Mais oui, ça me plaît beaucoup plus de voir une Tiffany Stratton versus Bayley et l'histoire qui va se construire autour que Naomi Bayley, indépendamment de la qualité in ring de ces deux bientôt vétérantes, au moins pour une et bientôt pour l'autre, quoi. Pas de souci. Irem, toi aussi, tu as hâte, tu espères voir Tiffany à Lyon? Ah, j'espère qu'on verra effectivement Tiffany à Lyon. Elle sera très bien accueillie par la Ouais. section catch-up. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur Cody Rhodes, hein, sur ces babyface qui ont besoin d'adversité, effectivement, là, et qu'on nous avait balancé Bayley versus Naomi, les face-off de copines ou de copains, ça marche pas toujours, hein. Ça demande, c'est une formule très compliquée et ça fonctionne si vraiment on a des protagonistes très compétitifs avec une foule qui est embarquée par les deux et qui veut à la fois que les deux gagnent, à la fois que les deux perdent. Là, on n'était pas forcément parti là-dessus, indépendamment de la qualité du match qui était tout à fait honorable, y compris sur cette dernière moitié où ça commençait un peu à partir avec voilà sur quelque chose d'un peu plus impactant. Donc voilà, on est sauvé quoi, on est sauvé parce que Bayley et Naomi, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, on peut pas tenir plus de 2 semaines avec juste cet angle-là. Donc Tiffany, voilà, qui vient nous sauver, hein, qui vient nous sauver pour Backlash, on l'espère. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et ouais, concernant le passage dans les gradins, euh, c'était assez triste. Hein. C'est bien de tenter des choses, hein, on l'a dit tout à l'heure. Pour Raw, voilà, on a en termes de réalisation, il se passe des trucs. Là, on a des choses assez, voilà, aussi assez innovantes, ou en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, avec ces interviews dans les gradins. Malheureusement, quand on n'a rien à dire et quand on a un casting, un mauvais casting, parce qu'en fait, toutes les catcheuses qui sont là sont, voilà, après il y a des affinités personnelles, mais c'est quand même un beau casting en fait. Ouais, il y avait je trouve il y a du beau monde dans ces sections VIP, que ce soit du côté de Damage Control ou du côté de Jade et Bianca. Mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'ennuie, les platitudes, toi, ça n'a aucun sens. Et puis c'est vrai qu'Io Sky, oh là là là, c'était. On a quand même la moitié qui parle pas anglais, hein, sur les Oui, mais 6, ça, hein. on s'en fout. Donc, Bah oui, mais ça, le problème, c'est que quand t'as des gens qui parlent pas anglais, bah non, mais tu les bookes différemment. Et on les book pas je suis d'accord parce que du tel coup, il quel, peut quoi. pas y avoir d'interaction là en fait, à part du Bah ouais, ro. mais il faut des interactions Ah, qui soient pas au micro, quoi. Il faut des interactions qui soient c'est backstage. ça. On se met sur la tronche, on fout du bordel. Et c'est ça, c'est ce que doit être et redevenir Damage Control. C'est ce qui était Damage Control au tout début, hein, rappelez-vous, hein, avec Bayley, là. Au début, elles attaquaient tout le monde à droite à gauche pendant quelques semaines. Et c'est quand elles ont commencé à vouloir expliquer qu'elles voulaient conquérir le monde que là, ça a commencé à partir en sucette. Bah là, en plus, comme il y a plus personne qui parle anglais à part Dakota Kai que j'adore, mais enfin, c'est pas elle d'être mise en avant, quoi. C'est pas possible. Ben, là, effectivement, Une il faut question, réajuster tout ça, quoi. juste une question. Si les trois autres Alors parlent une, hein, anglais, parce que. si les trois autres parlent anglais, est-ce que Dakota Kai elle reste dans le périmètre en vrai? Certainement Non. que non. On est Jinder Mahal étant d'accord. parti, Dakota Kai n'a plus de raison d'être là. Non, mais
On est d'accord. La pauvre, elle s'est déjà fait virer tellement de fois, voilà, pourquoi pas. Non, mais effectivement, elle est très bien, Dakota Kai, j'adore, mais il y a un casting, je sais plus qui avait fait sur le Discord, quelqu'un qui avait parlé, c'est Gino, je crois, qui avait, ou je ne sais plus ouais, ça devait être Gino, je crois. Il avait dit que grosso modo, on avait, fallait faire tourner, quoi, le casting, c'est qu'on avait Asuka qui était totalement transparente alors que c'est elle qui a le plus de potentiel, et puis Asuka est la championne qui est celle qui parle le moins. Enfin, effectivement, on a l'impression que tout est monté à l'envers, donc c'est assez triste. Je sais pas ce que vont faire toutes ces filles en fait après Backlash, toi. Ça m'inquiète un petit peu. Bah déjà, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'ils vont faire à Backlash. J'irai aux toilettes. Après, il va y avoir la draft, donc on imagine qu'avec la draft, Ouais. ça va foutre le bordel et ça va être. C'est peut-être ça aussi en fait. Voilà, un des problèmes avec la draft, c'est que souvent il y a des choses qui. Alors c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que des choses qui ne fonctionnent pas, on se dit ouf, heureusement la draft arrive quoi. Tu vois, ça va changer les choses parce que là, on a quand même un sacré casting du côté de SmackDown, je trouve, et y a rien qui prend, donc ouais, vivement la draft en fait, vivement la draft. Bah écoute, la draft, la semaine prochaine, sur vos écrans et à Catch-Up, on saura enfin où vont se positionner tout ce beau monde, sachant que, encore une fois, la draft n'est officielle qu'au lendemain de Backlash. Donc Backlash va avoir une importance colossale, monumentale. C'est le plus gros premium live event de l'histoire de la WWE en terre lyonnaise. C'est ainsi qu'on a fini ce show. Géliel, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu topes? Qu'est-ce que tu flops? Qu'est-ce que tu notes? Comment tu notes? Je vais topper et vous prendre directement le premier match, LA Knight et Giselle, que j'ai trouvé vraiment très 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 sympa. Je vais me le mettre en top. Et puis en plus, parce qu'il me rassure sur le fait qu'on aura quand même un méchant à donner à Cody Rhodes. Dans l'absolu, je vais pas réitérer mes craintes sur la tenue sur un mois ou un peu plus d'une feud entre les deux avec du micro dedans, mais on va voir, je leur fais confiance. Mon flop, je vais les donner, je vais les donner à Austin Theory et Grayson Waller, qui sont translucides, transparents, invisibles, mettez ce que vous voulez, et dont le rôle demande à être vraiment épaissi très très fortement, parce que la moquerie, rigolade et compagnie, c'est quand même pas grand-chose, et on construit pas une adversité ou on construit pas grand-chose là-dessus, quoi. Donc pour le moment, je trouve ça très insuffisant ce qu'ils ont à se mettre eux sous la dent en termes de, je sais pas, d'histoire ou même de ce qu'ils font, hein, parce que l'espèce de blague en cours de primaire là où je te serre la main puis on se serre entre nous, etc. Enfin c'est pas au niveau, quoi. Donc voilà, pour le moment c'est mon flop. Et la note, il y a quand même eu une très bonne entrée. Il y a eu un main event que j'ai quand même trouvé très sympa et qui en plus bascule sur toute autre chose juste à la fin. Donc je vais être sur un 3-5. Voilà, 3-5 pour ce SmackDown. Très bien. Et IRM, des tops, des flops différents, j'imagine. Ouais, moi, mon flop, je le donnais à cette séquence dans les gradins, là, dans la section VIP, que j'ai trouvé très gênante, très gênante. C'était- ça m'a pas mis, j'étais pas bien en voyant ça. Mon top, bah, je vais le donner à Tamatonga et Solo Sikoa, là, qui m'ont donné confiance dans ce nouveau chapitre de la Bloodline qui s'écrit. Où tout est possible, tout est possible. Et effectivement, le spectre est assez large entre une énorme réussite et un gros flop. Donc, bah, on va croiser les doigts pour que ça soit la première solution, hein. On va croiser les pouces même. Et ma note, eh bien, effectivement, je vais donner un 3,5, un show tout à fait correct, mais qui est, qui était correct, mais sans grande magie, à part la Bloodline quand même, qui je trouvais était un bon moment. Et même si on a revu Triple H, mais je lui ai déjà donné mon flop à Raw, donc mon vrai flop serait à Triple H, à vrai dire, hein, pour être tout à fait honnête. Je vais pas le donner deux fois de suite. Trop Une tard. fois par jour, c'est méchant, c'est méchant. Ouais. Ouais, bah écoutez, je vais plutôt vous rejoindre sur la note. Je vais mettre aussi un 3,5 pour la qualité globale, et puis pour qu'on ait tous des tops et des flops différents, je vais mettre mon top au Fatal 4-Way Contender, qui était quand même pas mal, où on a eu du catch avec des profils variés et dynamiques. Et du coup, mon flop dans la foulée à Carlito, qui lui n'a pas été capable du tout de nous intéresser.
3,5 au total. En sachant que d'après nos amis de Cage Match, mais c'est vraiment anecdotique, hein, il y a eu pas mal de dark match. Il y aurait eu un énorme match opener entre Ashante Adonis avec Cédric Alexander contre Z aussi. Ah là là, c'est dommage que ça n'ait pas été télévisé ça. Et ensuite, eh bien, il y avait bien le A-Town Down Under qui aurait affronté Dragon Lee et Rey Mysterio. Donc en plus, il était là, Rey Mysterio. Il aurait pu nous faire quelque chose. Et c'est les champions qui ont gagné, figurez-vous. Et nous aurons eu donc un Pittsburgh Street Fight match entre Bobby Lashley et Karrion Kross, la victoire à Bobby Lashley. Donc les supporters de Pittsburgh en ont eu un petit peu plus peut-être sous la dent que nous, même si ça reste des matchs sans grands enjeux. Voilà, il y avait un peu de castagne comme on avait nous pu avoir à Londres à l'époque. Et on espère avoir ça aussi à Backlash, puisqu'on aura quand même un SmackDown, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais. SmackDown, c'est le royaume des dark matchs, hein, effectivement. Et ils n'auraient pas pu basculer le Carlito. Pardon. Et je disais, ils n'auraient pas pu basculer le Carlito Escobar en dark match et nous refiler plutôt le double tag team match là. Ça aurait été quand même plus sympa, je trouve. Mais bon. Ah bah écoute, je te laisse envoyer un petit courrier. Oui, il est en train d'être rédigé. Formidable. Peuple de Catch-Up, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre retour, votre avis sur ces tops, ces flops, ces notes. Est-ce que, notamment sur la Bloodline, vous êtes plutôt Team Géliel, Team IRM, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On est partout sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, une version YouTube, bien sûr, si on veut avoir de la vidéo qui bouge pas. On est là tous pour vous commenter le catch qui continue. Backlash s'approche. Avant ça, il y a la draft, donc plein de bonnes choses vont nous arriver. Je suis Raphaël et donc je vais conclure ce show puisque c'est moi qui ai la main finale en remerciant Géliel d'être venu passer une tête, d'avoir réussi à sortir du locker room à mi-chemin. Merci Géliel d'être passé. Merci Rafa, merci RM pour. J'avais vu la lumière, hein, je savais que vous étiez là, j'avais juste à sortir, donc c'est fait. Et je rajoute juste un tout petit point. Effectivement, vous avez parlé à plusieurs reprises du Discord. C'est de plus en plus animé, il y a de plus en plus d'échanges, c'est vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour discuter de tout ce qu'on se dit là. Ça prolonge les reviews, ça permet d'alimenter les reviews puisque après on en parle. Donc, ça fait vraiment un côté communautaire très très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Voilà. Merci Géliel. Et puis Irem, on est quand même le seul plateau d'enregistrement sur Catch-Up où quand il y a la lumière rouge dans le studio, c'est pour dire aux autres de venir, hein, parce que d'habitude, on le sait, à la radio, faut pas faire de bruit, mais sur Catch-Up, tout le monde peut venir. Géliel est arrivé en cours de route, mais toi Irem, t'étais là dès le début, c'est toi qui as ouvert cette analyse, donc merci beaucoup pour ta présence toujours aussi pertinente. Ben merci à toi, mon partenaire de tag team. Là, on va officialiser ça peut-être à Backlash. Hein, qui sait, ça sera un retournement de situation par rapport à notre rivalité voilà, qui a connu ses débuts l'année dernière. Tu veux dire qu'il va y avoir un payoff à Backlash? Peut-être un payoff, peut-être même un nouveau chapitre à la façon de la Bloodline, qui sait, hein, voilà, une nouvelle génération, prise de pouvoir, je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être mon MFT, voilà, je vais l'appeler mon MFT, Raphaël. MFT. Merci à toi, Raphaël, en tout cas, toujours un plaisir. Allez, peuple de Catch-Up, à très bientôt, ciao à tous. Salut. Salut à tous. Moi, je croyais que MFT, c'était les monnaies virtuelles, là.